Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre I. Le droit constitutionnel, les institutions politiques. Liste et UPIASSU. Introduction. Brève histoire du droit constitutionnel brésilien. La naissance de l'histoire constitutionnelle brésilienne remonte à 1824, c'est-à-dire 2 ans après la déclaration d'indépendance du pays, qui acquiert à ce moment le statut d'empire et est gouverné par une monarchie héréditaire constitutionnelle. La répartition des pouvoirs suivait la théorie quadripartite de Benjamin Constant, qui consacrait, à côté des traditionnels pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, un pouvoir modérateur, exercé exclusivement par l'empereur III. Ce sont là les bases centralisatrices contre lesquelles s'insurge, en 1889, la proclamation de la République des États-Unis du Brésil, un État désormais fédéral qui sera régi par la Constitution de 1891. Le Brésil rompt avec la théorie de Benjamin Constant pour adopter une séparation des pouvoirs tripartites, conforme à la célèbre théorie de Montesquieu. Le pays devient une république présidentielle, sur le modèle nord-américain des checks and balances, développé par les écrits fédéralistes. Malgré son caractère dynamique et avancé, notamment par rapport à la garantie de certains droits fondamentaux de même que pour ce qui est des garanties apportées au pouvoir judiciaire, etc., la deuxième constitution brésilienne n'a pas réussi à s'adapter aux bouleversements politiques et économiques de l'époque. En 1930, le pays est traversé par une révolution, qui met fin à la vieille république, recentralise le pouvoir et aboutit à une nouvelle constitution, en 1934. Les principes généraux qui gouvernent l'organisation de l'État restent inchangés, moyennant quelques aménagements destinés à créer un compromis entre les diverses forces politiques et sociales. Cette constitution a été rapidement remplacée. En 1937, une nouvelle constitution venait théoriquement légitimer le gouvernement autoritaire qui s'instaurait. Elle n'a jamais eu de véritable application. L'après-guerre marque un nouveau changement, avec la Constitution de 1946. La 5e Constitution brésilienne a enfin réussi à établir un État démocratique, en donnant une certaine stabilité aux institutions, avec une séparation des pouvoirs plus effective. Curieusement, pour diverses raisons essentiellement politiques, un amendement est venu, en 1961, instituer le régime parlementaire, ce qui est presque une nouveauté dans l'histoire politique brésilienne. Ce régime a été très vite repoussé par un plébiscite, sans que pour autant la crise politique prenne fin. La prise du pouvoir par les militaires, en 1964, mène à l'adoption de plusieurs amendements et actes institutionnels qui défigurent la Constitution. Une nouvelle Constitution est donc édictée en 1967, donnant un air de légitimité au régime dictatorial, au nom de la sécurité nationale. Son esprit était extrêmement centralisateur. Au niveau fédéral, elle transférait au pouvoir central plusieurs des compétences appartenant auparavant aux États fédérés. Au niveau républicain, elle concentrait énormément de pouvoir entre les mains du président. Cette constitution a été partiellement suspendue par l'acte institutionnel numéro 5, en 1968. Cet acte, extrêmement autoritaire, conférait au président non seulement le pouvoir de dissoudre le Congrès et de jouir de toutes les attributions législatives, mais aussi d'annihiler les fonctions du judiciaire et principalement, de faire fi de tous les droits et garanties des fonctionnaires, des membres des pouvoirs politiques et des citoyens en général. La sécurité nationale justifiait l'atteinte à tout ordre démocratique et aux libertés les plus essentielles. En 1969, une loi constitutionnelle dictée par un conseil militaire intègre dans l'ordre juridique les actes institutionnels édictés jusque-là, légitimant l'anéantissement de la démocratie et des institutions républicaines. La crise économique des années 70 et l'affaiblissement électoral incitent les militaires à chercher un peu plus de soutien au sein de la population. Cela mène à un lent et graduel processus de redémocratisation, qui passe par la réouverture des assemblées législatives des États, la révocation de l'acte institutionnel numéro 5, la réduction des pouvoirs présidentiels arbitraires et par plusieurs autres mesures qui aboutissent à l'élection, en 1985 et par voie indirecte, d'un nouveau président civil et à l'élaboration d'une nouvelle constitution. À la fin des années 80,
Le Brésil achevait son processus de redémocratisation, après une longue période de plus de 25 ans de gouvernement autoritaire. La nouvelle constitution fédérale, promulguée le 5 octobre 1988, marque définitivement une rupture avec la réalité dictatoriale. Cette nouvelle constitution représentait donc tous les espoirs de la société brésilienne. Son élaboration était pour cela soumise à des pressions des divers milieux politiques, économiques et sociaux. Le résultat fut un texte d'environ 245 articles, qui dépasse largement le cadre matériellement constitutionnel, pour toucher une énorme diversité de sujets. La politique urbaine, la famille et l'enfance trouvent place au sein de la Constitution de 1988, comme la protection des droits fondamentaux et la répartition des compétences entre les entités de la Fédération. La Constitution de 1988 suit dans plusieurs aspects l'héritage du constitutionnalisme latino-américain tel qu'il a été décrit par F. Moderne. La Constitution représente, au Brésil, la norme de référence de la société. Cependant, cette Constitution suit surtout la vague dirigiste de la Constitution portugaise de 1976, qui croit à la force transformatrice et émancipatrice de la norme constitutionnelle, laquelle ne sert pas simplement d'instrument de gouvernement, mais est aussi principalement un plan global normatif destiné à l'État et à la société. On considérait que la constitutionnalisation d'une aspiration sociale lui garantissait la possibilité de devenir réalité. Le texte constitutionnel de 1988 ne constituait pas simplement le reflet de ce qu'était la société brésilienne. Il se présentait surtout comme la description de ce qu'elle désirait être. Néanmoins, la Constitution ne pouvait pas tout régler. Ainsi, le texte constitutionnel brésilien est rempli de nombreuses normes, dites programmatiques, considérées par la doctrine comme des règles de normativité incomplètes ou différées, qui imposent des directives aux législateurs ordinaires et au pouvoir exécutif, à qui incombe de définir les détails de sa mise en œuvre par voie législative et réglementaire. La Constitution indiquait donc la voie à suivre dans de multiples secteurs de la vie économique et sociale du pays. Mais avec le temps, on s'est aperçu que le chemin fixé par le supposé consensus politique de 1988 n'était pas tout à fait suivi par les responsables d'une réalisation effective de ces propositions. Aujourd'hui, malgré son caractère très rigide, la Constitution libérale, démocratique, décentralisatrice et économiquement très nationaliste, créée en 1988 pour résoudre tous les problèmes de la société brésilienne, a été extrêmement transformée. Jusqu'à présent, 57 amendements constitutionnels l'ont frappée, apportant des modifications substantielles dans la structure même du pouvoir politique, mais aussi, et surtout, dans son aspect économique et financier. Ceci démontre bien que l'appétit normatif des constituants de 1988 était basé sur un faux consensus politique, résultant le manque d'effectivité du système créé, rapidement tenu pour irréalisable dans sa forme originelle. Ces considérations nous montrent que la Constitution de 1988 se situe naturellement au carrefour historique de tous les conflits vécus par le pays. La plupart de ces dispositions à caractère inhabituel s'insèrent dans un contexte de protection contre les abus commis auparavant. Le résultat en est l'actuelle République fédérative du Brésil, fondée sous les auspices de l'État démocratique de droit. Pour assurer ce principe, l'État se construit sur une séparation verticale des pouvoirs, la Fédération, section 1, et sur une séparation horizontale stricte des pouvoirs, la République présidentielle, section 2. Section 1. Le fédéralisme brésilien. La République fédérative du Brésil est constituée de 26 États fédérés, d'un district fédéral et de plusieurs communes, niveaux qui sont tous autonomes et dotés d'une composition territoriale dynamique partant de la fédéralisation centrifuge de 1891. La succession des événements politiques du pays a indiqué un fort lien entre centralisation administrative et autoritarisme. On considère en effet que le véhicule par excellence des gouvernements autoritaires a été la centralisation du pouvoir. En raison de quoi, contrairement à la tradition des fédérations nées d'un processus de dissociation, le fédéralisme brésilien ne représente pas simplement un moyen d'affirmer l'autonomie des pluralités ethniques et ou culturelles locales. Il s'agit en réalité
d'un instrument garantissant la séparation des pouvoirs, qui suit le principe posé par Montesquieu selon lequel un pouvoir partagé réduit le risque de tyrannie. Mais, au-delà d'un partage horizontal entre exécutif, législatif et judiciaire, la Constitution procède également à un partage vertical au sein de l'État fédéral. Ainsi, lors de la rédaction de la Constitution de 1988, la volonté d'éloigner tout risque de centralisation du pouvoir après les longues années d'autoritarisme a imposé le renforcement des règles de séparation verticale des pouvoirs, qui constituent la base de la fédération. Cependant, la structure fédérale admet également une interaction entre les unités fédérées et l'Union fédérale, 1. La séparation verticale des pouvoirs. La séparation verticale des pouvoirs est assurée, dans la Constitution de 1988, par l'autonomie élargie conférée aux entités fédérées, et par une longue liste de compétences exercées par les différents niveaux de la fédération, à l'autonomie des entités fédérées. En 1988, on désirait rompre définitivement avec la réalité centralisatrice qui prévalait pendant la dictature militaire. La centralisation du pouvoir étant synonyme d'autoritarisme, la démocratisation ne pouvait pas être conçue sans décentralisation. Dans un pays aux dimensions continentales comme le Brésil, le rapprochement entre les responsables politiques et le peuple était essentiel pour assurer la prise en compte, dans les décisions, de la volonté des citoyens. En ce sens, sur le plan de l'organisation de l'État, la nouvelle Constitution était assez innovante dans la mesure où elle définissait une structure fédérale tridimensionnelle, indissoluble, reconnue comme un principe fondamental de l'ordre constitutionnel, garanti par la supraconstitutionnalité. Cet ordre tridimensionnel était assuré non seulement par la redéfinition des frontières d'une véritable autonomie des États fédérés, mais aussi par la définition des communes comme les cellules de base de la fédération. L'Union fédérale, les États fédérés et les communes forment dès lors trois ordres juridiques autonomes. Autonomes du point de vue législatif, ils ont leur propre pouvoir législatif. Autonomes du point de vue financier, ils possèdent la compétence d'instituer leurs propres impôts. En effet, les entités fédérées disposent d'une triple capacité qui assure leur autonomie. D'abord, il s'agit d'une capacité d'auto-organisation. Les États fédérés s'organisent en vertu de leur constitution propre. Art. 25. Les communes par leurs lois organiques. Art. 29. Toutes votées par les pouvoirs législatifs respectifs. 31. De plus, ces entités s'autogouvernent, de sorte que les membres de leurs pouvoirs exécutifs et législatifs respectifs sont élus par le peuple, sans qu'il y ait aucun lien de subordination ni de tutelle exercée par l'Union fédérale sur leurs décisions politiques. Enfin, ces entités disposent d'une capacité d'auto-administration, puisqu'elles peuvent exercer librement leurs compétences législatives et fiscales, dans le respect des limites établies par la Constitution fédérale. Ainsi, l'organisation politico-administrative brésilienne distribue les trois branches du pouvoir à chaque niveau de la fédération. L'Union fédérale est une entité de la fédération autonome par rapport aux États membres et aux communes. Relève de sa compétence l'exercice des fonctions liées à la souveraineté de l'État brésilien qu'elle peut exercer en son nom propre, ou au nom de toute la fédération. Au sein de l'Union fédérale, on retrouve les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, engageant les intérêts de la nation en tant que tels. Les États fédérés disposent d'une structure qui ressemble à celle de l'Union fédérale. Ils détiennent les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires exercés dans l'intérêt régional. Le titulaire du pouvoir exécutif des États membres est le gouverneur, élu directement par le peuple en 2 tours, pour un mandat de 4 ans. Art. 28. Il dirige la politique de l'État, avec l'aide des secrétaires d'État, dans le sens qui lui convient le mieux, selon son appartenance politique, sans avoir un quelconque lien de subordination à l'égard de la politique adoptée par l'Union fédérale. Le pouvoir législatif de l'État est exercé par une assemblée législative unicamérale, formée par des députés en nombre variable, art. 27, élus par le peuple selon un scrutin proportionnel. Ils sont compétents pour légiférer dans tous les domaines qui ne leur sont pas interdits par la Constitution fédérale, art. 25. Enfin, les États membres disposent d'un pouvoir judiciaire propre. Art. 125.
régie et organisée par chaque constitution d'État, dont la compétence s'étend aux litiges en général et aux actions en inconstitutionnalité intentées à l'égard des lois étatiques et communales face à la Constitution étatique. Les États membres détiennent également une large compétence fiscale qui sert à assurer leur autonomie financière et à faire face aux dépenses résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent notamment lever des impôts sur les opérations liées à la circulation des marchandises, les prestations de services dans le domaine du transport entre États membres et entre communes, les prestations de services dans le domaine de la communication, etc. Art. 155. Ils sont de plus compétents pour créer des taxes et des contributions. Art. 145. Toujours dans le respect des règles édictées par la Constitution fédérale. À côté de ces compétences fiscales propres, les États ont droit à une partie des recettes provenant des impôts levés par l'Union fédérale. Art. 157 et 159. Les communes gagnent avec la Constitution fédérale de 1988 un statut d'autonomie quasiment unique au monde. Dans l'exercice de leurs attributions, elles jouissent d'un statut égal à celui des autres entités fédérées. Les actes communaux ne sont ni soumis à autorisation préalable, ni à contrôle postérieur, dès lors qu'ils sont pris dans le respect des normes constitutionnelles des États membres et de l'État fédéral. Les communes disposent d'un pouvoir exécutif et d'un pouvoir législatif, mais ne sont pas dotées d'un pouvoir judiciaire propre. Le maire est le chef du pouvoir exécutif communal. Il est élu directement par le peuple pour un mandat de 4 ans, art. 29i. Le pouvoir législatif est exercé par un conseil municipal, dont le nombre de conseillers varie entre 9 et 55, proportionnellement à la population de chaque commune. Leurs compétences législatives concernent les affaires d'intérêt local, définies par les lois organiques respectives, dans le respect des règles de la Constitution fédérale. À l'instar des États membres, les communes disposent également de compétences fiscales propres destinées à financer leurs activités. Elles peuvent créer certains impôts. Art. 156 taxes et contributions. Art. 145. De même, les communes reçoivent une partie des recettes des impôts levés par l'Union fédérale et par les États membres. Art. 158 et 159. Cependant, en raison des énormes inégalités existant entre les communes, pour ce qui est des recettes propres et du poids des structures administratives, la Constitution fédérale impose certaines limitations aux dépenses communales, notamment celles relatives au paiement des fonctionnaires. Art. 29a. B. La répartition des compétences. La Constitution fédérale de 1988 présente une énorme liste de compétences législatives et administratives, lesquelles sont attribuées, selon la matière, à chacun des niveaux fédéraux, l'Union fédérale, les États membres et le district fédéral et les communes. Elle s'aligne théoriquement sur la règle qui confère une compétence de principe aux États membres, complétée par une compétence d'attribution à l'Union fédérale et aux communes. Cependant, l'exception devient la règle et on remarque que l'autonomie des États s'est extrêmement relativisée face à l'énorme pouvoir législatif conféré à la fédération. En pratique, l'étendue de l'énumération implique l'attribution à l'Union fédérale des compétences relatives à tous les sujets d'intérêt général, l'abandon aux États fédérés des sujets d'intérêt régional, et aux communes des sujets d'intérêt local. Les compétences conférées à l'Union fédérale sont très larges. Elles comprennent toutes les relations internationales du pays, les sujets d'intérêt politique général, de nombreuses missions administratives, la prestation directe ou indirecte de divers services publics, les aspects urbanistiques généraux, des questions économiques et sociales de même que financières et monétaires. Ces compétences intègrent des aspects fonctionnels et législatifs, de sorte que l'Union fédérale reste exclusivement responsable de la législation sur les matières entrant dans son domaine de responsabilité. Les États fédérés ont une compétence de principe sur tout ce qui n'est pas attribué aux autres niveaux de la fédération, ou, comme l'a décidé la terminologie constitutionnelle, sont réservées aux États toutes les compétences qui ne leur sont pas interdites. Art. 25.1. Cependant, la minutieuse constitution brésilienne a tout de même établi expressément certaines attributions exclusives pour les États membres, en dehors desquelles on considère que l'État dispose d'une compétence résiduelle. Pour les compétences attribuées aux communes, la Constitution n'élabore pas d'énumération exhaustive,
mais laisse une énorme place à l'interprétation lors de l'utilisation de la formule « matière d'intérêt local ». La compétence des communes englobe, par conséquent, la législation et la prestation des services publics dans tous les domaines comportant un intérêt local, art. 30 IEV. De surcroît, la Constitution cite expressément certains domaines où l'intérêt local est présumé, ce qui entraîne la compétence communale, en coopération avec le pouvoir central, dans certains cas. Au-delà de l'énumération des fonctions et compétences législatives spécifiques de l'Union et des communes, le résidu étant placé sous la compétence des États, la Constitution établit une liste de sujets pour lesquels l'action administrative peut être menée parallèlement par l'Union, les États membres et les communes. Art. 23 IA 12. Ce point exprime clairement l'aspect coopératif du fédéralisme brésilien, sans pour autant laisser de côté la primauté de l'Union fédérale, puisqu'elle est compétente pour l'édiction d'une loi complémentaire fixant les normes de la coopération entre les entités fédérées, dans un souci d'équilibre du développement et du bien-être sur tout le territoire national. Art. 23 paragraphe unique. La Constitution énumère également les matières dont la compétence législative appartient à l'Union et aux États fédérés, de façon concurrente et non cumulative. Art. 24 IA 16. Pour les matières soumises à législation concurrente, la Constitution laisse pleine liberté aux États, jusqu'à ce que l'Union décide de légiférer sur le sujet. Art. 24 3. Cependant, la loi fédérale, au moment de son intervention, doit se résumer aux aspects généraux de la question. Art. 24 1, laissant les aspects spécifiques aux États membres. Il y a dans ce cas, partage vertical de compétences dans un même champ matériel. Les États détiennent une compétence pleine, temporaire, qui prend fin au moment où l'Union fédérale décide d'exercer son pouvoir d'édition des règles générales. Dorénavant, les États membres disposeront d'une compétence complémentaire. Les normes que l'État membre avait édictées auparavant sur le sujet perdent leur efficacité lorsqu'elles sont contraires à la loi édictée par l'Union fédérale. En principe, les communes sont exclues du cadre des compétences législatives concurrentes. Toutefois, la Constitution leur laisse tout de même la possibilité de suppléer à la législation fédérale et subfédérale lorsque le besoin s'en fait sentir. Art. 32. La bonne interprétation de l'autonomie communale infère de cette règle que les communes peuvent combler les lacunes de la législation fédérale et des États membres, dans son intérêt local. Elles pourraient ainsi légiférer sur des matières attribuées aux autres niveaux de la fédération afin de les adapter aux spécificités locales, à condition que cela ne soit pas contraire aux règles générales. Il faut mentionner, finalement, la possibilité laissée par la Constitution à l'Union fédérale de déléguer une parcelle de sa compétence législative aux États membres. Une loi peut donc autoriser les États à légiférer sur des questions spécifiques, dans les matières expressément attribuées à l'Union fédérale. Art. 22 paragraphe unique. Cette possibilité exige le respect de 3 conditions. La première, d'ordre formel, concerne l'édiction d'une loi complémentaire, dont l'approbation exige la majorité absolue des voix du Congrès national. La deuxième condition a un caractère matériel, qui limite la possibilité de délégation à un point spécifique de la matière visée. Finalement, le respect d'une condition implicite est exigé, au regard du principe d'égalité de traitement des unités fédérées. Art. 19. La loi de délégation doit conférer exactement les mêmes pouvoirs législatifs à tous les États membres, sans distinction d'aucune nature. On remarque enfin qu'à la rigueur, il n'existe pas de hiérarchie formelle entre les champs d'action ou les lois provenant de l'Union, des États membres et des communes. Chacun de ces niveaux de la fédération détient un espace législatif autonome qui lui a été conféré par la Constitution. Toutefois, cet espace d'autonomie est parfois difficile à délimiter, vu le caractère peu objectif de certains termes utilisés par la Constitution. Ainsi, dans la plupart des cas, on considère que l'autonomie des entités fédérées est limitée, en raison de l'étendue des compétences conférées à l'Union fédérale et de l'ampleur que peuvent avoir ces règles générales. Revient donc au pouvoir judiciaire, le dernier mot en cas de conflit normatif. Les rapports entre la Fédération et les États fédérés.
Le fédéralisme dual instauré par la Constitution de 1891 a été transformé au fur et à mesure, laissant place à un système qui se rapproche du fédéralisme coopératif et du fédéralisme asymétrique, avec une tendance à la concentration des pouvoirs dans les mains de l'Union fédérale. La séparation verticale des pouvoirs est à relativiser du fait des rapports existants entre l'État fédéral et ses unités, et entre les unités fédérées elles-mêmes. Cette interaction peut s'observer dans la représentation des États fédérés au sein du pouvoir législatif fédéral, laquelle permet leur participation à la prise de décision de la fédération. Elle s'observe aussi dans la possibilité d'intervention de l'Union fédérale dans les États fédérés, et de ces derniers dans les communes, dans des cas limités. La participation des entités fédérées dans la prise de décision de la fédération. Les systèmes fédéraux adoptent traditionnellement un pouvoir législatif fédéral bicaméral. Le Brésil n'est pas une exception. Le constituant a donc défini un pouvoir législatif composé de 2 chambres. La première est la Chambre des députés, composée par les représentants du peuple. Les députés sont élus directement par le peuple, selon un système proportionnel, pour un mandat de 4 ans. Leur nombre varie entre 8 et 70 pour chaque État, selon leur population. 45, 1. La deuxième chambre est le Sénat, à son tour composé par les représentants des États. 46, avec un nombre fixe, 3 pour chaque État. 46, 1, élue par le peuple selon le système majoritaire pour un mandat de 8 ans. Elle est renouvelée tous les 4 ans, alternativement du tiers et des 2 tiers. Le Sénat doit donc représenter la voix des États membres, participant ainsi à la construction de la volonté fédérative. La représentation est égale pour tous les États, quelle que soit leur importance économique ou leur population. La Constitution a conféré la même importance au Sénat dans le processus législatif qu'à la Chambre des députés. Les 2 chambres se trouvent sur un pied d'égalité, avec des rôles semblables au niveau de l'initiative et de l'approbation des projets de loi, qui doivent être votés en termes identiques par les 2 assemblées, à l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis. Les représentants des États membres participent donc, de façon très active aux décisions législatives de la Fédération. La participation du Sénat, dans la procédure législative, ne revêt pas davantage d'importance dans l'appréciation des lois dont l'intérêt concerne particulièrement les États fédérés, à l'exception des règles relatives aux impôts qui relèvent de la compétence des États respectifs. En effet, pour les impôts relevant constitutionnellement du pouvoir d'imposition des États, art. 155, I2, 3, il revient au Sénat de fixer les taux maximum et minimum de ceux qui sont applicables aux opérations interétatiques et aux exportations selon les cas art. 155, 1, 4 art. 155, 2, 4 EV art. 155, 6 I. Le Sénat assume également certaines tâches politiques extraordinaires, qui renforcent l'échange entre la Fédération et les États fédérés. Le Sénat est seul compétent pour juger le président de la République, après autorisation de la Chambre des députés, et les hautes autorités du pays pour des crimes de responsabilité, art. 52 I. Il doit également approuver certaines nominations faites par le président de la République, dont celles des juges du Supremo Tribunal Federal, par exemple, art. 84, 14, etc. On remarque toutefois que même en se rapprochant du modèle nord-américain, qui pose le Sénat en tant que membre effectif du pouvoir législatif avec des prérogatives extraordinaires, la Chambre haute brésilienne n'a pas de pouvoir spécial d'intervention dans les affaires internationales du pays. Comme nous l'avons mentionné auparavant, cette attribution concerne uniquement l'Union, de sorte que les traités internationaux, après signature par le président de la République, sont soumis à ratification par le Congrès national, avec la participation égale des 2 chambres législatives. Le fait qu'un traité international dispose sur des matières non incluses dans les compétences de l'Union fédérale et ou figurant dans les compétences des entités fédérées, n'empêche pas sa conclusion et n'exige aucune manifestation extraordinaire du Sénat. Une autre particularité peut être relevée dans le régime de participation des entités fédérées brésiliennes, pour ce qui touche la formation d'une volonté émanant de la fédération.
Il s'agit de la légitimité des représentants des États en matière de proposition d'amendement à la Constitution. L'initiative des révisions constitutionnelles peut être faite par un tiers des membres du Sénat, et directement aussi par les assemblées législatives des États, par l'action de plus de la moitié des unités de la Fédération, chacune se prononçant à la majorité relative de ses membres. Art. 63. Ceci permet une participation directe des pouvoirs législatifs des États membres dans le processus de révision constitutionnelle. Mais, contrastant avec cette participation active des représentants des États membres dans le processus législatif fédéral, il faut noter l'absence de représentation communale au sein des pouvoirs fédéraux, le fait que les communes ne disposent pas de représentation au sein du législatif fédéral implique même le rejet par certains de leur statut en tant qu'entité fédérée. On considère qu'elles sont des divisions administratives des États fédérés, et non de l'Union fédérale. Toutefois, il est plus convenable de considérer l'absence de représentation fédérale des communes comme un atout, vu que leurs affaires peuvent être plus facilement réglées directement dans la sphère des États fédérés. En outre, il est clair que les sénateurs peuvent agir comme défenseurs des intérêts des communes auprès du pouvoir fédéral, puisque celles-ci font partie intégrante des États. Enfin, en dépit de leur non-représentativité directe auprès des pouvoirs de l'Union, les communes gardent leur capacité d'autogestion et leurs compétences législatives constitutionnellement définies, ce qui leur assure le statut d'entité de la Fédération. B. Pouvoir d'intervention de la Fédération ou des États fédérés. La Constitution de 1988 n'a pas seulement conféré une large autonomie aux entités fédérées, mais a aussi imposé la non-intervention de l'Union dans les États membres, art. 34, et la non-intervention des États membres dans les communes, art. 35. Nonobstant cette règle catégorique de non-intervention, la Constitution de 1988 a tout de même prévu certains cas extrêmement exceptionnels, dans lesquels on admet l'intervention de l'Union fédérale dans un État membre ou d'un État membre dans une commune. La possibilité d'intervention est hiérarchisée, puisque l'Union fédérale ne peut pas intervenir directement dans une commune, sauf si elle est située sur un territoire fédéral, cela étant une prérogative exclusive des États membres. Ceux-ci peuvent seulement intervenir dans les communes situées sur leur propre territoire. Dans la mesure où l'intervention représente une rupture de l'autonomie des unités fédérées, caractéristique intrinsèque du fédéralisme, on considère qu'elle peut se produire uniquement pour sauvegarder la structure fédérale elle-même dans ses principes essentiels. Ainsi, l'intervention ne se produira que si elle a pour raison de fond l'une des circonstances strictement établies par la Constitution fédérale. De surcroît, toute intervention devra suivre une procédure de légitimation assez rigoureuse. Dans un tel cadre, l'Union ne pourra intervenir dans les affaires des États que pour assurer la défense du pays, art. 34 I et 2, la défense du principe fédératif, art. 34 3 4 V, la défense des finances de l'État, 34 V ou la défense de l'ordre constitutionnel, art. 34 VI et 7. Le premier cas concerne le maintien de l'intégrité nationale, art. 34 I, ou la réaction contre une invasion étrangère, art. 34 2. Deuxièmement, la Constitution accepte l'intervention pour empêcher l'invasion d'une unité de la Fédération par une autre, art. 34 2, pour mettre un terme à de graves troubles de l'ordre public, art. 34 3, ou pour garantir le libre exercice de l'un quelconque des pouvoirs dans les unités de la Fédération, art. 34 4. L'intervention justifiée par la défense des finances de l'État est une hypothèse curieuse qui se réalise lorsqu'un État membre suspend pendant 2 années consécutives le paiement d'une dette effectivement contractée, art. 34 V.A. ou lorsqu'il cesse de transférer aux communes les fonds définis par la Constitution, art. 34 V.B. Ces éventualités ont été constitutionnalisées puisqu'elles constituaient, en d'autres temps, des pratiques habituelles pour les États membres, qui essayaient toujours de faire porter aux prochains gouvernants la responsabilité des dettes et transferts publics. D'ailleurs, la non-réalisation d'un transfert public vers les communes représente en fait un affront direct à la lettre de la Constitution, puisque celle-ci interdit toute rétention ou restriction au transfert des ressources attribuées aux communes, art. 160. Enfin,
L'intervention peut avoir lieu pour sauvegarder l'ordre constitutionnel et l'ordre juridique national. Elle se produit dans les cas d'inexécution par un État membre d'une loi fédérale, d'un ordre ou d'une décision judiciaire, art. 34 VI, ou de l'inobservation de certains principes constitutionnels sensibles, tels que la forme républicaine, le système représentatif, le régime démocratique, les droits de la personne humaine, etc. art. 34 7. Pour l'intervention d'un État membre dans une commune, les hypothèses sont beaucoup plus restreintes, art. 35. Il s'agit seulement des cas de non-paiement pendant 2 années consécutives d'une dette effectivement contractée, de non-présentation des comptes, de non-affectation de la part minimale de recettes municipales exigée pour le fonctionnement de l'enseignement et des services publics de santé, de l'inexécution d'une loi, d'un ordre ou d'une décision de justice. Une fois vérifiée l'une des hypothèses constitutionnellement prévues, l'intervention devra suivre une procédure de légitimation. Dans certains cas, le déclenchement de l'acte peut partir uniquement du chef de l'exécutif, art. 34 I2 3 V et art. 35 I2 3, dont le décret d'intervention sera immédiatement soumis à l'appréciation du pouvoir législatif respectif, art. 36 1. Cela signifie en fait que le décret d'intervention est un acte politique dont la responsabilité revient au chef de l'État. Cependant, cet acte est soumis au contrôle des représentants du peuple, dans un délai de 24 heures. En cas de non-approbation du décret d'intervention par le pouvoir législatif, l'acte doit prendre fin aussitôt, sous peine de crime de responsabilité art. 85. S'agissant de la garantie du libre exercice de l'un quelconque des pouvoirs institués des États membres, art. 34 4, l'intervention se produira seulement à la demande formelle du pouvoir concerné. Il s'agit par exemple des situations où les États membres considèrent avoir épuisé leurs moyens de garantir l'ordre public ou l'action de la police, et demandent d'intervention des forces armées dans le territoire étatique, sous le commandement du président de la République. Enfin, si la raison de l'intervention se base sur l'atteinte à l'ordre constitutionnel, elle dépendra, normalement, d'une requête déposée par le procureur général de la République accueillie favorablement par le pouvoir judiciaire ou d'une demande directe d'un tribunal supérieur au président de la République. Pour les États membres, la demande est faite au gouverneur par le tribunal de justice de l'État. Dans ce cas, l'intervention se limitera à la suspension de l'exécution de l'acte attentatoire. On remarque que pour procéder à une intervention, 4 phases sont nécessaires. D'abord l'engagement de la procédure, qui peut être décidée de façon spontanée par le chef de l'exécutif, ou être provoquée par les autorités concernées. Ensuite arrive une phase judiciaire devant le Supremo Tribunal Federal, ou le tribunal de justice de l'État membre. Cette phase sera engagée seulement en cas d'atteinte à l'ordre constitutionnel, art. 34 VI et 7 ou art. 35 cap. Finalement, le chef de l'exécutif pourra à son gré adopter le décret d'intervention, lequel sera soumis au contrôle du pouvoir législatif, sauf en cas de procédure judiciaire. En effet, dans une analyse rapide, il est possible d'inférer que les hypothèses permissives concernant l'intervention sont très étendues. Il faut dire toutefois que cet instrument est en réalité très peu utilisé. Rares sont les cas, sous le régime de la Constitution de 1988, où un État fédéré est intervenu durablement dans une commune. Et encore plus rares sont les cas d'intervention de l'Union dans un État fédéré. À l'exception des nombreuses demandes d'intervention relatives à l'inexécution d'un ordre judiciaire, presque toujours relatives à des manquements au paiement des injonctions, quasiment aucune des autres hypothèses d'atteinte à l'ordre constitutionnel constitutionnellement défini ne s'est déjà concrétisée devant le pouvoir judiciaire. Dans les cas inhabituels où la méconnaissance d'un principe constitutionnel a été invoquée, le Supremo Tribunal Federal évite souvent le recours à l'intervention. Le nouveau pacte fédéral brésilien institué par la Constitution de 1988 privilégie donc l'autonomie des unités fédérées, avec le renforcement des instruments d'autogestion et un recours effectif extrêmement restreint à l'intervention. Section 2. La République démocratique. L'organisation politique au Brésil est actuellement basée sur un gouvernement républicain,
défini dans l'article 1er de la Constitution de 1988 comme le principe fondamental de l'ordre constitutionnel. Ce principe prend un sens particulier dans l'aménagement des pouvoirs au Brésil, dans la mesure où il est complété par la notion d'État démocratique de droit. La séparation horizontale des pouvoirs au sein de la République brésilienne, 1, n'est pas simplement liée aux règles d'un État de droit. La plénitude républicaine ne peut être atteinte que dans un État de droit qui assure les valeurs démocratiques. 2. 1. La séparation horizontale des pouvoirs. Les pouvoirs républicains, dans la Constitution de 1988, s'organisent selon un système de séparation stricte représenté par le régime présidentiel. A. Au-delà d'un renforcement de la figure du président de la République, un tel système se caractérise par une autonomie élargie du pouvoir législatif. B. A. Le régime présidentiel. Le système de gouvernement adopté par la Constitution de 1988 est le système présidentiel, basé à l'origine sur la séparation stricte des pouvoirs suivant le modèle nord-américain. Le pouvoir exécutif est monocratique et exercé exclusivement par le président de la République. Selon la Constitution de 1988, l'élection du président a lieu au scrutin universel, par vote direct et secret de tous les citoyens, selon le principe majoritaire à 2 tours. Art. 77. Le mandat présidentiel est de 4 ans, avec possibilité d'une seule réélection. En tant que titulaire unique du pouvoir exécutif, le président de la République exerce simultanément les fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement et dispose de l'assistance des ministres d'État. Art. 76. En sa qualité de chef de l'État, le président de la République veille à la continuité de l'État, à son harmonie interne et à sa souveraineté externe. Figure parmi ses compétences privatives dans l'exercice de cette fonction, la gestion des relations avec les États étrangers. Art. 84, 7. La conclusion des traités, conventions et actes internationaux. Art. 84, 8. La déclaration de guerre. Art. 84, 19. Le commandement suprême des forces armées. Art. 84, 13. La nomination des hauts magistrats et fonctionnaires du pays. Art. 84, 14, 15, 16, etc. La fonction présidentielle comporte la direction de la politique nationale et la participation à la procédure législative. À cela s'ajoutent les fonctions de direction administrative de l'Union fédérale. Le président a le pouvoir de libre de nomination et de démission des ministres d'État. Art. 84 I. Ceux-ci sont ses auxiliaires majeurs. Il leur appartient d'exercer l'orientation, la coordination et la surveillance des organes et entités de l'administration fédérale dans le domaine de leurs compétences. Art. 87 Paragraphe unique I. Les ministres d'État ne sont pas responsables politiquement devant le pouvoir législatif. Ils doivent toutefois comparaître devant les députés et sénateurs, librement ou en cas de convocation, pour fournir des informations ou exposer des sujets concernant leur ministère. Art. 50 Caput et 1. Les ministres sont tenus de ratifier les actes et décrets signés par le président de la République. Art. 87 Paragraphe unique I. L'absence de cette formalité implique l'incomplétude de l'acte présidentiel, mais n'implique pas forcément des conséquences quant à sa validité juridique. Le refus du ministre de ratifier l'acte présidentiel peut, par contre, entraîner sa démission, demandée par le chef du gouvernement. La participation politique du président à la procédure législative est d'une valeur extrême. Il est compétent pour engager la procédure. Art. 84.3, pour sanctionner, promulguer et faire publier les lois. Art. 84.4, ainsi que pour opposer son veto total ou partiel au projet de loi. Art. 84 V et 66 paragraphe unique. Par ailleurs, le président peut même exercer directement la fonction législative dans certains cas spécifiques. Il s'agit notamment des cas de délégation normative, quand à la demande du chef de l'exécutif, le Congrès national lui confère le pouvoir d'élaborer la loi. Art. 68. Si le président outrepasse les limites de la délégation qui lui a été déférée, la loi pourra être suspendue par le Congrès national. Art. 49 V. La fonction législative du président de la République a été,
pendant les 13 premières années d'application de la Constitution de 1988, extrêmement renforcée. Ce que l'on attribue à une interprétation extensive des dispositions relatives à l'édiction des mesures provisoires par le pouvoir exécutif. La mesure provisoire est un instrument normatif, emprunté aux institutions politiques italiennes et qui consiste en une sorte de décret présidentiel ayant force de loi, utilisé en cas d'urgence ou pour défendre un intérêt particulier. Art. 62. Ces mesures étaient, en principe, valables pour 1 mois, période pendant laquelle elles devaient être appréciées par le Congrès national et éventuellement converties en loi. Depuis la fin des années 80, l'utilisation arbitraire et exagérée des mesures provisoires a été une pratique réitérée au sein du pouvoir exécutif. Cela se justifiait par le sens très large conféré à la notion d'intérêt particulier et d'urgence, et surtout par le fait que, en cas d'absence d'appréciation par le Congrès national dans un délai de 30 jours, l'exécutif s'autorisait à rééditer de nombreuses fois la même mesure, parfois avec quelques petits changements, prolongeant sa validité. En 2001, un amendement constitutionnel est intervenu pour re-encadrer le régime juridique des mesures provisoires, AC numéro 3201. Dorénavant, la promulgation de ces mesures doit observer un certain nombre de limitations matérielles, art. 62, 1 et 2. Le délai de validité a été élevé à 60 jours, et la possibilité de réédition est limitée à 1 fois, art. 62, 3 et 7. Au-delà de son pouvoir législatif exceptionnel, le président de la République dispose d'un large pouvoir réglementaire, art. 84, 4 in fine. Cependant, le pouvoir réglementaire brésilien est d'une autre nature que celui que l'on retrouve dans le système français. Au Brésil, les décrets réglementaires édictés par le pouvoir exécutif ne tirent pas leur validité directement de la Constitution. Ils doivent obligatoirement être précédés d'une loi, à laquelle ils viennent simplement ajouter des détails nécessaires à sa bonne application. Le pouvoir réglementaire ne peut pas innover substantiellement à l'intérieur de l'ordre juridique, puisque la création de droits et d'obligations est une faculté exclusive de la loi, art. 5.2. C'est pourquoi on ne s'intéresse pas à la distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement. En principe, tout fait partie du domaine de la loi. Le règlement intervient seulement pour faciliter l'effectivité des dispositions législatives et ne peut en rien les contrarier ou les outrepasser. Le président exerce également la direction de la machine administrative de la Fédération, art. 84.2. Entre autres tâches, il doit organiser le fonctionnement de l'administration, art. 84 VI, A, pourvoir aux emplois publics, art. 84-25, etc. Pour toutes ces activités, il est soumis au contrôle financier du pouvoir législatif, de sorte qu'il doit rendre annuellement au Congrès national les comptes se rapportant à l'exercice précédent, art. 84-24. Selon les caractéristiques traditionnelles d'un régime de séparation stricte des pouvoirs, le président ne peut, sous aucun prétexte, mettre fin au mandat des parlementaires, dissoudre le Congrès ou convoquer de nouvelles élections. Il n'existe pas non plus de responsabilité politique du gouvernement, au regard du pouvoir législatif. Le Congrès ne peut pas destituer les ministres de leurs fonctions, ni le chef de l'exécutif pour des raisons de méfiance politique. Suivant cette tradition, au Brésil, la seule hypothèse envisageant la perte du mandat du président de la République est celle de la condamnation pour crime commun ou crime de responsabilité. Les crimes dits communs sont ceux définis par la législation pénale ordinaire. Les crimes dits de responsabilité constituent des infractions politico-administratives, comportant la mise en cause de la responsabilité personnelle du président de la République en raison d'actions ou d'omissions attentant aux dispositions constitutionnelles ou aux devoirs attachés à ses fonctions. La Constitution de 1988 définit à titre d'exemple certains crimes de responsabilité, lesquels doivent être détaillés dans la législation fédérale. Constituent par exemple des crimes de responsabilité, l'atteinte à l'existence de l'Union, au libre exercice des pouvoirs constitués fédéraux et à ceux des unités de la Fédération, à l'exercice des droits politiques, individuels et sociaux, à l'honnêteté dans l'administration, etc. Art. 85 IA7.
La procédure de vérification des crimes commis par le président de la République comporte 2 phases. D'abord un jugement d'admissibilité, ensuite le jugement de fond. Tout citoyen est habilité à porter plainte contre le président de la République. L'admissibilité de l'accusation doit être appréciée par la Chambre des députés qui lui donnera suite seulement en cas de vote favorable des 2/3 de ses membres. Il s'agit d'un jugement à caractère politique concernant la légitimité politico-sociale du maintien du président de la République à la tête des affaires de l'État. Une fois admise l'accusation, débutera la phase de jugement de fond. Elle sera menée devant le Supremo Tribunal Federal, pour les infractions de droit commun, ou devant le Sénat fédéral pour les crimes de responsabilité, art. 86. Le président est immédiatement suspendu de l'exercice de ses fonctions, art. 86 paragraphe unique. La condamnation du président de la République pour les crimes de responsabilité sera prononcée à la majorité des 2/3 des voix du Sénat fédéral. Elle implique la destitution du poste de chef de l'exécutif et l'incapacité pour 8 ans d'exercer une fonction publique, art. 52 paragraphe unique. B. Le pouvoir législatif autonome. Les 2 chambres qui composent le pouvoir législatif de la République brésilienne forment le Congrès national, art. 44. En fonction du principe du bicaméralisme adopté par le pays, les chambres du Congrès national s'organisent et fonctionnent, en principe, de façon indépendante et équilibrée, sans qu'on constate une suprématie de l'une sur l'autre. Les délibérations ont lieu séparément dans chaque chambre, sauf en cas de disposition constitutionnelle contraire. Le Congrès national exerce quelques attributions qui renforcent ses fonctions législatives. Il a compétence pour surveiller et contrôler les actes du pouvoir exécutif, art. 49 X, et peut se transformer en organe de jugement des crimes de responsabilité imputés aux hautes autorités de la Fédération, art. 52 I et 2. Le contrôle financier et budgétaire externe des organes exécutifs se trouve également sous la compétence du Congrès national, art. 70, qu'il exerce avec l'assistance du Tribunal des comptes de l'Union, art. 71. De surcroît, le Congrès national peut créer des commissions d'enquête parlementaire en vue de l'élucidation d'un fait précis, art. 58, 3, qui peut ensuite être transmis au ministère public pour qu'il engage la responsabilité civile ou pénale des responsables d'infraction. L'activité législative constitue l'activité principale du Congrès national. Il faut noter cependant que cet organe ne détient pas le monopole de l'activité législative au niveau fédéral. Comme nous l'avons mentionné auparavant, le pouvoir exécutif dispose aussi du pouvoir d'édicter des normes, telles que les mesures provisoires, art. 62 et les lois déléguées, art. 68, sous contrôle du Congrès national. Se trouve sous la compétence du Congrès national l'élaboration des amendements à la Constitution, des lois complémentaires, des lois ordinaires, des décrets législatifs et des résolutions. L'élaboration des amendements à la Constitution ne fait pas partie de la compétence législative stricte. Cette fonction représente en effet l'exercice du pouvoir constituant dérivé, puisque les normes qui en résultent possèdent la même nature et la même force hiérarchique que les normes constitutionnelles, dès que respectées les limitations constitutionnelles au pouvoir de révision. La Constitution brésilienne de 1988 étant une constitution rigide, elle impose une procédure très sévère pour l'élaboration des amendements à la Constitution. Le pouvoir constituant dérivé exercé par le Congrès national doit se conformer à des limitations d'ordre circonstanciel, matériel et formel. Les limitations circonstancielles empêchent que la Constitution ne soit amendée en période de crise, afin d'éviter que des circonstances exceptionnelles perturbent la liberté et l'indépendance du pouvoir réformateur. Ainsi, la Constitution ne peut être amendée tant que l'intervention fédérale, l'état de défense ou l'état de siège sont en vigueur, art. 61. Les limitations matérielles fixent le noyau dur de la Constitution. Les clausulas pétreas fixent les éléments considérés par le constituant originel comme dotés d'une supraconstitutionnalité, qui ne peut pas faire l'objet d'une révision par le pouvoir réformateur. Sont protégés les principes essentiels de l'état de droit démocratique brésilien, tels que la séparation des pouvoirs,
la forme fédérative de l'État, les droits et garanties individuelles, etc. Art. 64. Les limitations formelles concernent les règles particulières de la procédure, qui doivent être observées par le Congrès national lors de l'élaboration de l'amendement. L'initiative de la révision de la Constitution appartient seulement au Président de la République, aux chambres du Congrès national ou aux assemblées législatives des États, selon les règles constitutionnelles. Art. 60 I 2 et 3. Et son adoption dépend d'un scrutin à 2 tours dans chacune des chambres du Congrès national, dans lesquelles elle doit recueillir les 3/5 des voix. Art. 62. Et du ressort de la compétence législative stricte du Congrès national l'élaboration des lois complémentaires et des lois ordinaires. Les projets de loi peuvent être présentés par les membres du Congrès national, par les pouvoirs exécutifs et judiciaires, et par les citoyens. Art. 61. L'approbation est soumise à la majorité simplifiée, le projet étant voté dans les mêmes termes par les 2 chambres du Congrès. L'entrée en vigueur de la loi est soumise à la sanction du Président de la République et à promulgation. Les lois complémentaires constituent l'équivalent des lois organiques en France et servent à compléter la Constitution, dans les points qu'elles déterminent expressément. Leur adoption requiert le vote à la majorité absolue des membres des 2 chambres législatives. Le Congrès national est enfin chargé d'élaborer des décrets législatifs et des résolutions pour ce qui concerne les matières soumises à la compétence exclusive du pouvoir législatif fédéral. Art. 49, 51 et 52, comme par exemple l'incorporation des traités internationaux dans l'ordre juridique interne. C'est pourquoi ils ne dépendent pas de la sanction présidentielle. L'État démocratique de droit. La Constitution brésilienne de 1988 dépasse la notion formelle d'État de droit, pour la combiner avec la notion d'État démocratique. Cette jonction représente en effet un nouveau concept, incorporant la volonté de transformation du statu quo. L'État démocratique de droit signifie l'irradiation des valeurs de la démocratie dans tous les éléments constitutifs de l'État. La réalisation de ce principe réclame un rapprochement entre gouvernante et gouvernés, grâce à la participation effective des citoyens au pouvoir et à la vie politique. Ce principe demande une démocratie participative, qui doit être complétée par la garantie d'une représentation politique pluraliste, la démocratie participative. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce par l'intermédiaire de représentants élus ou directement. Tel est le paragraphe unique de l'article 1er de la Constitution fédérale de 1988. Ce dispositif consacre le principe démocratique brésilien, basé sur 2 caractéristiques majeures. D'abord, le peuple constitue la seule source de pouvoir politique. Ensuite, la participation populaire a lieu de façon directe ou par la voix des représentants élus. La volonté constitutionnelle lie intimement le peuple et le pouvoir politique, dans l'adoption expresse du principe de la souveraineté populaire, art. 14. La souveraineté est donc conférée aux citoyens. Mais la notion de souveraineté populaire adoptée par la Constitution brésilienne diffère de celle traditionnellement accueillie par la doctrine française en certains aspects. Le suffrage est nécessairement universel et direct. Cependant, plus qu'un droit, le vote représente un devoir de citoyenneté et est obligatoire pour les personnes âgées de plus de 18 ans. Art. 14 1i. L'abstention implique par conséquent des sanctions administratives. La souveraineté populaire, exprimée par le vote, mène à une démocratie représentative, établie par l'intermédiaire des scrutins organisés pour l'élection des représentants du peuple. Il s'agit donc d'une participation populaire indirecte au pouvoir politique, réalisée de façon formelle et périodique lors des élections. Le mandat qui en résulte est général, libre et irrévocable. Ainsi, le mandataire, même s'il est élu par une circonscription donnée, n'est pas le représentant de cette circonscription exclusive. Il représentera toutes les personnes présentes sur le territoire. En outre, ce mandataire n'est pas lié à la volonté de ses électeurs et n'a aucune obligation de la suivre. Il est uniquement assujetti à sa propre conscience. Enfin, le mandat ne peut pas être révoqué par les électeurs. Le représentant, une fois élu, peut garder son mandat pendant tout le temps initialement prévu,
sauf en cas de manquement direct à certaines règles précisément établies par la Constitution art. 54 et 55. Dans le but de renforcer cette démocratie représentative, on a essayé de créer des moyens capables d'offrir plus de perméabilité au pouvoir politique de l'État. On a donc mis en place des voies de participation populaire qui aident à surmonter peu à peu la dichotomie classique existant entre l'État et la société civile. Ces modes de participation populaire mènent à une notion élargie de la démocratie représentative, qui en vient à être conçue comme une démocratie participative, représentée par des capacités de décision et de contrôle politique offertes aux citoyens. La participation populaire aux décisions politiques s'effectue de façon semi-directe par le biais des plébiscites, art. 14 i, des référendums, art. 14 2, et notamment par la proposition de loi. L'initiative populaire des lois, art. 14 3, est incluse dans les droits politiques garantis aux citoyens brésiliens. Il s'agit de la possibilité de présenter un projet de loi, adressé aux organes législatifs de l'Union, des États membres ou des communes. Dans le cas des projets de loi sur des matières appartenant à la compétence de l'Union, il faut que le projet soit souscrit par au moins 1% de l'électorat national, réparti sur au moins 5 États, dont au moins 0,3% des électeurs de chacun de ceux-ci, art. 61.2. L'application de ce principe est aussi prévue constitutionnellement, pour les États membres et les communes. Les premiers suivent des modalités définies par la loi, art. 27.4. Pour les communes, la Constitution fédérale définit déjà l'admission des projets de loi d'initiative populaire, lorsqu'il s'agit des lois traitant d'un intérêt particulier de la commune, de la ville ou de certains quartiers, à la demande d'au moins 5% de l'électorat, art. 29.13. D'autres éléments de participation populaire sont définis tout au long du texte constitutionnel. Il s'agit surtout des moyens de contrôle du pouvoir politique, qui peuvent être exercés directement par chaque citoyen, comme par exemple, la possibilité offerte à tout contribuable de mettre en cause la légitimité des comptes des communes, art. 31, 4, ou celle donnée à tout citoyen de dénoncer des irrégularités dans l'action des cours des comptes, art. 74, 2, etc. B. Le pluralisme politique. Le préambule de la Constitution de 1988 assure le pluralisme de la société et pose comme fondement de l'État démocratique de droit le pluralisme politique, article 1er, v. corollaire des libertés fondamentales telles que la liberté de pensée et d'association. Le pluralisme politique, dans le modèle de la démocratie représentative et participative adopté par le pays, place comme sujet essentiel du jeu politique les partis politiques. Ces entités doivent assurer l'authenticité du système représentatif. Ils incarnent donc la pluralité des idées dégagées par la société et les regroupent idéologiquement. L'institutionnalisation juridique des partis politiques au Brésil remonte au premier code électoral de 1932, malgré leur existence marginale en tant qu'association politique depuis les temps de l'Empire. La constitutionnalisation des partis nationaux est faite explicitement à partir de la Constitution de 1946 qui pose comme principe le respect du pluralisme politique et des libertés fondamentales. Cependant, avec la Constitution autoritaire de 1967 et l'amendement constitutionnel numéro 1 de 1969, est mis en place un contrôle très rigide des partis politiques, avec un fond idéologique spécialement anti-marxiste qui finit par empêcher leur fonctionnement. La redémocratisation et avec elle, la Constitution de 1988, réassure la liberté des partis politiques et surtout leur pluralisme, en établissant que la création, la fusion, l'incorporation et la dissolution des partis politiques est libre. Art. 17. La liberté des partis politiques est consolidée par la garantie constitutionnelle de leur autonomie structurelle, art. 17, 1, de sorte que chaque parti peut à son gré définir ses organes internes, son fonctionnement et son mode d'organisation. La Constitution impose par contre que les statuts des partis établissent obligatoirement des normes concernant la fidélité et la discipline interne. On remarque toutefois que la liberté conférée aux partis politiques n'est pas pleine. Les partis sont soumis, d'abord à certains critères formels. Ils doivent avoir obligatoirement un caractère national, art.
17. Ce qui oblige leur présence sur tout le territoire du pays et exclut la possibilité de création d'un parti défendant exclusivement les intérêts d'un ou de certains États fédérés ou de communes. Ils sont sujets, en outre, à déclaration et enregistrement de leur statut auprès de la justice électorale, art. 17, 2, et sont contraints de respecter le fonctionnement parlementaire conforme à la loi, art. 17, 4. L'existence d'un parti est conditionnée aussi au respect de certains principes fondamentaux de l'État démocratique de droit. Dès lors, subsiste au Brésil un contrôle idéologique des partis politiques. Ce qui les astreint à se conformer aux principes de la souveraineté nationale, du régime démocratique, du pluripartisme, et aux droits fondamentaux de la personne humaine, art. 17. Au nom de la souveraineté nationale, on proscrit également la subordination des partis politiques à des gouvernements étrangers, art. 17.2 in fine. Ainsi, pourrait être considéré comme illégitime un parti qui éventuellement serait soutenu par un État étranger, ou un parti qui demanderait un système politique moniste ou même un parti qui n'accepterait pas la souveraineté émanant du peuple. Ce contrôle idéologique des partis politiques impose, par ailleurs, l'interdiction expresse d'utiliser des organisations paramilitaires, art. 17.4. De surcroît, on remarque que les partis politiques sont aussi soumis à des règles de contrôle financier strictes. Cela concerne aussi bien les sources des recettes que les dépenses réalisées par les partis. Au nom encore de la souveraineté nationale, il est défendu, par exemple, aux partis politiques de recevoir des ressources financières d'entités ou de gouvernements étrangers, art. 17.2. De même, on impose aux partis l'obligation de rendre des comptes à la justice électorale, art. 17.3. Enfin, la Constitution impose une liaison étroite entre les représentants du peuple et les partis, dans la mesure où elle prescrit comme condition d'éligibilité l'appartenance à un parti politique, art. 14.3 v. Les partis politiques ne constituent pas en fait un simple moyen d'accès des citoyens à la représentativité politique. Ils sont aussi les intermédiaires principaux des citoyens auprès du Supremo Tribunal Federal, lors de la procédure de contrôle abstraite effectuée à l'égard de la constitutionnalité des lois. Il n'en demeure pas moins que, malgré la grande ouverture démocratique opérée par la Constitution de 1988, l'accès direct du citoyen au contrôle abstrait de la constitutionnalité des lois n'est pas encore admis. Cependant, les partis politiques détiennent la légitimité active en matière de telles procédures, art. 103 VI. Ils deviennent, dès lors, des porte-paroles importants des intérêts de la société et de la sauvegarde de la Constitution. Le pluralisme politique représente, lui aussi, un instrument de démocratie participative, toujours lié à la poursuite d'une réalisation effective de tous les principes de cet État démocratique de droit au sein de la République fédérative du Brésil. Chapitre 2. Le droit constitutionnel, la protection des droits fondamentaux. Thales MoraisdacosTA. Introduction. L'initiation du juriste français à l'étude des moyens juridictionnels de protection des droits fondamentaux au Brésil est facilitée par quelques similitudes avec le système français. Ainsi, à l'instar du droit français, le droit brésilien comporte un système de contrôle abstrait et concentré de la constitutionnalité des règles de droit dont les jugements produisent un effet erga omnes. Le droit brésilien connaît en outre des voies de droit spécifiques pour la protection des droits fondamentaux contre l'administration, fondées sur le contrôle de légalité des actes administratifs. Mais une introduction à la protection juridictionnelle des droits fondamentaux pose aussi aux juristes français plusieurs difficultés. Avant d'aborder les différents moyens de protection des droits fondamentaux, il convient de faire 3 remarques préliminaires. En premier lieu, la protection des droits fondamentaux est encadrée presque entièrement par le texte de la Constitution fédérale. L'approche de l'étude des droits fondamentaux est donc davantage centrée sur le constituant que sur le juge. Ainsi, l'examen des droits fondamentaux implique une analyse approfondie de la Constitution. À la lumière de l'histoire constitutionnelle brésilienne, on constate que les constitutions successives ont fait une place de plus en plus importante aux droits fondamentaux. La première constitution,
celle de l'Empire du 25 mars 1824, ne prévoyait aucune voie de droit de protection des droits fondamentaux et ne consacrait que quelques libertés, notamment l'inviolabilité de la liberté, de la sûreté et de la propriété des citoyens brésiliens. Art. 179. La titularité de ces droits n'appartenait qu'aux citoyens brésiliens, titre 8. La Constitution du 24 février 1891, la première constitution républicaine, a maintenu la liste des libertés protégées en assurant, outre l'inviolabilité des droits relatifs à la liberté, à la sûreté et à la propriété. Art. 72. Le droit de vote aux Brésiliens âgés de plus de 21 ans, l'égalité devant la loi, la liberté d'opinion et de réunion, l'inviolabilité du domicile et de la correspondance et les droits de la défense. Inspirée de la Constitution des États-Unis, elle a innové en donnant valeur constitutionnelle à la garantie de l'habeas corpus. Art. 72, 22, et en autorisant les juges à se prononcer sur la constitutionnalité des lois dont l'application leur était demandée. Art. 59, 1 degré. Enfin, la titularité des droits constitutionnels a été étendue aux étrangers résidant dans le pays. Art. 72. La Constitution du 16 juillet 1934 représente la première extension importante de la liste des droits protégés en fixant pour la première fois quelques règles concernant l'ordre économique et social, ainsi que la famille, l'éducation et la culture. Sont ainsi assurées la liberté syndicale, le droit à un salaire minimum, au congé annuel payé, à l'indemnisation aux travailleurs renvoyés sans juste cause. En outre, elle a créé, à côté de l'habeas corpus, le mandado de segurança comme voie de droit de protection des droits publics subjectifs. Art. 113, 33. La Constitution du 10 novembre 1937, élaborée par un gouvernement non démocratique, a maintenu la Déclaration des droits, mais elle en a restreint la protection, en supprimant la garantie constitutionnelle du mandado de segurança. La Constitution du 18 septembre 1946 symbolise le retour à la démocratie et à la protection des droits et garanties individuelles. L'article 141 assure aux Brésiliens et aux étrangers résidant dans le pays l'inviolabilité des droits relatifs à la vie, à la liberté, à la sûreté et à la propriété. Le texte contient aussi des dispositions relatives à l'ordre économique et social, à la famille, à l'éducation et à la culture. Le signe distinctif de cette constitution est le dirigisme économique, l'article 145 disposant que l'ordre économique sera organisé selon les principes de la justice sociale conciliant la liberté de l'initiative et l'accroissement de la valeur du travail. Sont ainsi assurés, outre les droits déjà protégés par les constitutions antérieures, le droit de grève et le droit à la prévoyance sociale. Au niveau des garanties des droits, on remarquera le retour du mandado de segurança comme garantie constitutionnelle et la création d'une action en justice, dénommée par la suite action populaire, comme moyen de demander l'annulation d'un acte provoquant une lésion au patrimoine public. Art. 141-38. Par une loi constitutionnelle du 6 décembre 1965, on a créé un système de contrôle concentré et abstrait de la constitutionnalité des lois à côté du système de contrôle diffus existant depuis 1891. Suite à la prise du pouvoir par les militaires en 1964, une nouvelle constitution est adoptée le 24 janvier 1967. Elle contient une liste de droits et garanties proche de celle de constitution précédente, art. 150, mais prévoit, en plus, dans son article 151 qu'il appartient au Supremo Tribunal Federal, l'équivalent brésilien de la Cour suprême des États-Unis, de suspendre les droits politiques, les libertés d'opinion et d'expression, les libertés d'association et de réunion et la liberté du travail en cas d'abus dans leur exercice susceptible de porter atteinte à l'ordre démocratique. L'adoption de la Constitution du 5 octobre 1988 marque la réconciliation du Brésil avec les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux. Le souci de protection de ces valeurs amène le constituant à proclamer une liste de droits et garanties très étendue et détaillée. Ainsi, en assurant l'inviolabilité des droits à la vie, à la liberté, à l'égalité, à la sûreté et à la propriété, le chapeau de l'article 5 se fait accompagner de 78 tirés des droits et garanties individuelles et collectives.
La Constitution élargit en outre le champ des prérogatives des travailleurs, ainsi que des dispositions définissant les soins de santé, l'éducation, le développement culturel, la protection de l'environnement. L'extension des droits a été accompagnée de l'extension des moyens de recours visant à la protection de ces droits. Ont été créés l'habeas data, le mandado de Ingensao, le mandado de segurança collectif et l'Ação civil publica. La Constitution affirme ainsi l'idée selon laquelle la garantie des droits ne saurait être dissociée de leur reconnaissance. La Constitution apporte en outre des modifications structurelles. Les droits et garanties individuelles font désormais partie du noyau dur de la Constitution, ne pouvant pas être supprimés par une révision de la Constitution. On consacre désormais un chapitre indépendant de l'ordre économique et social aux prérogatives des travailleurs, les élevant ainsi au rang de véritables droits fondamentaux. Les droits et intérêts collectifs et diffus sont pour la première fois protégés au niveau constitutionnel. Toutes ces modifications ont contribué au développement d'un contentieux constitutionnel, très important. Si dans le cadre du contrôle concentré et abstrait des règles de droit, le Supremo Tribunal Federal a rendu 161 décisions en 2005, dans le cadre du contrôle diffus et concret, il a rendu 21 088 décisions dans la même période. En second lieu, s'agissant de la notion de droits fondamentaux, le premier texte à y faire allusion est la Constitution de 1946 qui interdisait l'organisation d'un parti politique dont le programme ou l'action était contraire au régime démocratique, fondé sur la pluralité des partis et sur la garantie des droits fondamentaux de l'homme, art. 141-13. Le même texte fixait comme limite à l'intervention de l'État dans l'économie les droits fondamentaux assurés par cette Constitution, art. 146. Ce n'est qu'avec la Constitution de 1988 que les droits fondamentaux vont bénéficier d'un régime plus défini. Le texte constitutionnel s'ouvre par un titre premier, des principes fondamentaux, suivi par le titre 2, des droits et des garanties fondamentaux. Celui-ci est divisé en 5 chapitres. Des droits et des devoirs individuels et collectifs, art. 5. Des droits sociaux, art. 6 à 11. De la nationalité, art. 12 à 13. Des droits politiques, art. 14 à 16. Et des partis politiques, art. 17. L'énumération des droits fondamentaux dans les articles 5 à 17 n'est pas exhaustive. L'article 5, 2 degrés, prévoit que les droits et garanties inscrits dans la Constitution ne sont pas exclusifs des autres droits et garanties qui découlent du régime et des principes qu'elle adopte ou des traités internationaux auxquels la République fédérative du Brésil est partie. Ainsi, pour les fins de cette introduction au droit brésilien, on emploiera l'expression droits fondamentaux, comme identifiant l'ensemble des droits protégés par la Constitution. En troisième et dernier lieu, s'agissant de la notion de juge constitutionnel en droit brésilien, il convient de relever que du fait de la coexistence d'un système de contrôle concret et diffus de constitutionnalité avec un système de contrôle abstrait et concentré de constitutionnalité, tous les juges brésiliens sont des juges constitutionnels. En réalité, la notion de juge constitutionnel ne permet pas d'individualiser une juridiction parmi l'ensemble des juridictions. Par conséquent, le juriste français doit éviter toute confusion des voies de droit de protection des droits fondamentaux au Brésil avec la Verfassungsbeschwerde allemande ou l'amparo espagnol. On peut relever au moins 2 différences majeures. En premier lieu, ces derniers recours se caractérisent par le fait qu'ils permettent aux particuliers d'avoir accès à un juge spécifique, les cours constitutionnelles allemandes et espagnoles, le seul compétent pour contrôler la constitutionnalité des normes en cause, tandis que les différentes voies de droit brésiliennes donnent accès non pas à un juge spécialisé, mais à l'ensemble des juridictions. Il y a évidemment des règles d'organisation juridictionnelle qui déterminent quels sont les juges compétents pour connaître d'un certain procès. Ainsi, selon le cas, ce juge pourra être un juge de première instance, une cour d'appel ou même la Cour suprême, Supremo Tribunal Federal. En second lieu, les recours brésiliens peuvent porter non seulement sur la constitutionnalité d'une loi, mais aussi sur toute autre sorte d'irrégularité juridique des actes de toute autorité publique. Ces particularités du système brésilien impliquent l'impossibilité de traiter de la protection des droits fondamentaux au travers d'un plan en 2 parties qui serait divisé entre d'une part, la protection par les juges ordinaires et d'autre part, la protection par le juge constitutionnel.
La protection des droits fondamentaux se caractérise davantage par la coexistence des procédures concrètes et abstraites de protection des droits fondamentaux. En effet, tous les juges, y compris les juges de la Cour suprême, peuvent être saisis d'une question concernant l'application concrète des normes qui protègent les droits fondamentaux. En revanche, les juges de la Cour suprême sont les seuls habilités à connaître d'une question abstraite de protection des droits fondamentaux. Cette distinction a le mérite de mettre en lumière une autre distinction fondamentale, celle entre contentieux subjectif et contentieux objectif. En droit brésilien, il y a une correspondance parfaite entre procédures concrètes et contentieux subjectifs ainsi qu'entre procédures abstraites et contentieux objectifs. L'aspect subjectif du contentieux de l'application des normes de protection des droits fondamentaux tempère aussi bien la protection des droits individuels que collectifs. Ainsi, on verra que le contrôle de l'administration est un contentieux éminemment subjectif, fondé sur l'atteinte que les actes administratifs illégaux portent aux droits publics subjectifs. De même, la protection des droits et intérêts collectifs et diffus par une procédure concrète n'est possible que si le requérant, en principe, une association ou le ministère public mais aussi l'individu, dans le cas de l'action populaire, est capable de démontrer que du fait de l'acte illégal une atteinte aux droits et intérêts du groupe est survenue. L'intérêt pour agir a donc une importance fondamentale en droit brésilien. C'est d'ailleurs pour cette raison que le contrôle de constitutionnalité des lois et d'autres actes normatifs généraux connaît une importante limitation dans le cadre des procédures concrètes. Ce contrôle n'est possible que si ces actes ont un objet et des destinataires déterminés ou déterminables, produisant des effets concrets, susceptibles de modifier leur situation juridique. C'est le cas par exemple d'une loi interdisant le commerce du tabac. On parlera alors de loi d'effet concret. En revanche, si le requérant d'une procédure concrète entend faire contrôler la constitutionnalité d'une loi abstraite, à savoir une loi dont la mise en œuvre nécessite l'édiction d'autres actes, alors sa demande ne sera pas recevable. On parlera alors de loi en thèse. Le contrôle d'une telle loi n'est possible que dans le cadre des procédures de contrôle abstrait des normes, dont la compétence exclusive appartient à la Cour suprême. Il en va de même pour ce qui concerne le contrôle des lois d'effet concret, dans le cadre du contrôle abstrait de constitutionnalité. Si la loi en cause atteint directement des droits subjectifs, la procédure abstraite ne sera pas recevable. Il appartiendra alors à chaque individu ou groupe de saisir le juge par une procédure concrète. Section 1. Les procédures concrètes. Les droits fondamentaux sont protégés par les juges brésiliens dans deux cadres différents. D'une part, dans le cadre de plusieurs voies de droit spécialement conçues pour assurer une protection immédiate et efficace des droits fondamentaux, et d'autre part, dans le cadre de la technique de contrôle diffus de constitutionnalité des normes qui vient se greffer comme incident du procès en cours. 1. Les voies de droit. On distingue les mécanismes de protection des droits individuels de ceux visant à la protection des droits et intérêts collectifs et diffus. Une discussion approfondie sur cette distinction échapperait aux limites d'une introduction. On se contentera de reproduire la classification établie par la loi numéro 8078 du 11 septembre 1990. Il faut d'abord faire la distinction entre les droits individuels et les droits et intérêts collectifs et diffus. Ils se différencient d'une part par leur titularité, les droits individuels appartenant aux individus, nationaux et étrangers résidant dans le pays, les autres appartenant aux catégories ou groupes de personnes, organisées ou pas, et d'autre part par leur objet. Tandis que l'objet des droits collectifs ou diffus ne permet pas de fractionnement entre les membres du groupe, un individu ne peut pas jouir tout seul du droit ni s'en voir attribuer une quote-part, droit à la protection de l'environnement, par exemple. L'objet des droits individuels est par nature divisible par chaque sujet de droit. Ensuite, on doit faire la distinction entre les différents types de droits et intérêts collectifs et diffus. Le juriste français doit d'abord faire attention à l'inexistence d'une distinction claire entre droit et intérêt en droit brésilien. Dans la plupart des cas, la loi utilise les deux termes indistinctement et souvent l'un suivant l'autre, leur accordant le même niveau de protection. Pour cette raison, dans le cadre de cette introduction, les deux notions seront traitées comme étant des synonymes. Parmi les droits et intérêts collectifs et diffus, la loi relève trois catégories: les droits diffus,
les droits collectifs et les droits individuels homogènes. Les droits et intérêts sont diffus, lorsque leur objet est indivisible, lorsqu'ils appartiennent à un nombre indéterminé de personnes et lorsque le lien entre les membres du groupe est fondé sur un ensemble de faits génériques et contingents. Les circonstances factuelles à l'origine de ces droits peuvent être le fait d'habiter dans une même région, de jouir d'un même paysage, ou encore de vivre dans les mêmes conditions socio-économiques. C'est le cas du droit à un environnement sain, du droit à une publicité qui ne soit pas trompeuse, du droit à des produits qui ne soient pas nocifs. Les droits et intérêts sont collectifs, lorsque leur objet est indivisible, lorsqu'ils appartiennent à une collectivité de personnes déterminées et lorsque le lien entre les membres du groupe est un lien juridique. Il ne s'agit donc pas d'un simple lien de fait. C'est le cas notamment des droits des actionnaires affectés par une décision illégale de la direction d'une société, ou des droits des copropriétaires d'un immeuble victimes d'une exigence déraisonnable de la commune. Enfin, les droits et intérêts sont qualifiés des apostrophes individuels homogènes lorsque leur objet est divisible, lorsqu'ils appartiennent à des individus identifiés ou identifiables et lorsque leur origine est commune. L'apostrophe origine commune, des droits et intérêts, est ce qui détermine leur homogénéité. Il s'agit en fait de la cause qui sert de fondement aux prétentions du demandeur. Un accident d'avion, l'eau mise dans un jus de fruits vendu comme pur et d'autres faits qui peuvent affecter à la fois plusieurs consommateurs ou des investisseurs en bourse. C'est ce qui justifie la protection de tous les droits individuels homogènes par une seule et même action en justice. En revanche, dès lors que l'objet est divisible, rien n'empêche un individu de jouir tout seul de son droit sans en faire bénéficier aux autres individus qui se trouvent dans la même situation. A. La protection des droits individuels. La Constitution fédérale prévoit que la loi ne peut soustraire à l'appréciation du pouvoir juridictionnel aucune atteinte ou risque d'atteinte à un droit, art. 5.35. Il en résulte deux conséquences. La première est que l'accès au juge est moins fondé par le souci de la légalité que par celui de la nécessité de protéger les droits fondamentaux des individus. La deuxième est que le système d'action en justice prévu par la loi est ouvert, à savoir qu'un recours ne peut être rejeté pour la simple raison qu'il ne correspond pas à une action répertoriée. Ainsi les droits fondamentaux qui ne trouvent protection dans aucune des voies de droits examinées ci-dessous, peuvent toujours être protégés par des procédures ordinaires. L'idée centrale des procédures concrètes est celle d'assurer une protection rapide et efficace contre les atteintes aux droits fondamentaux, ce qui n'est rendu possible que si le juge peut intervenir dans un délai le plus court possible. Ainsi, le système offre non seulement aux citoyens des moyens de mettre un terme à l'atteinte aux droits fondamentaux mais également d'agir à titre préventif afin de prévenir tout risque d'atteinte. 1. L'habeas corpus. L'habeas corpus, recours créé en 1830 et inspiré du contentieux anglo-saxon, permet à toute personne de saisir ou de faire saisir le juge afin de sauvegarder sa liberté d'aller et venir contre les arrestations et détentions arbitraires. Unique voie de droit efficace contre l'arbitraire pendant l'Empire, 1822 à 1889, la pratique judiciaire avait très vite transformé l'habeas corpus en garantie juridictionnelle des droits et libertés. L'objet de cette procédure avait donc été étendu à la protection d'autres droits que la liberté individuelle conçue en son sens étroit. On s'adressait alors au juge pour obtenir le respect de l'inviolabilité du domicile, du droit de réunion et de la liberté professionnelle ou encore la protection des livres commerciaux. Le début du XXe siècle a pourtant marqué la limitation de l'habeas corpus à la liberté d'aller et venir tandis qu'une nouvelle voie de droit était créée, le mandado de segurança, v. infra. Depuis ce jour, l'habeas corpus demeure la garantie de la liberté d'aller et venir et des droits qui s'y attachent. A. La recevabilité. La Constitution actuelle prévoit que l'habeas corpus est accordé à quiconque, du fait d'une illégalité ou d'un abus de pouvoir, subit ou risque de subir une violence ou de se voir imposer une restriction à sa liberté d'aller et venir, art. 5.68. Cette voie de recours est donc ouverte à A. Celui qui a été privé de sa liberté, B. Celui qui est menacé de l'être, C. Un tiers qui peut saisir le juge à la place du détenu. Toutes les personnes physiques sont protégées par ce recours, citoyens brésiliens étrangers, incapables, mineurs. Les personnes morales ne peuvent pas bénéficier de cette garantie.
L'accès au juge est facilité par des dérogations au droit commun. D'abord, la saisine du juge peut être faite par télégramme, fax ou téléphone et ne dépend pas de la représentation du requérant par un avocat. Ensuite, le requérant est dispensé des frais de justice et des dépenses du procès, et enfin il n'y a pas de délai pour l'introduction du recours. Le requérant doit pourtant faire preuve de son intérêt pour agir. Le recours ne sera recevable que s'il y a une privation ou une restriction à la liberté d'aller et venir, ou si celle-ci est menacée. En ce qui concerne l'acte contrôlé, il s'agit en principe d'un acte d'une autorité publique. D'après la Cour suprême, l'habeas corpus n'est pas recevable s'il est intenté contre un acte privé, mais d'autres juridictions supérieures affirment la recevabilité dans certains cas comme la rétention du malade à l'hôpital après sa guérison, ou le maintien du travailleur dans l'entreprise afin qu'il paye ses dettes. Par acte d'autorité, il faut comprendre notamment les actes de police qui portent atteinte à la liberté d'aller et venir, mais aussi certains actes juridictionnels sauf s'il s'agit d'un acte contre lequel on a déjà fait appel. L'habeas corpus ne sera pas recevable non plus s'il est dirigé contre la contrainte qui découle d'une procédure qui, malgré sa nature pénale, ne vise pas à l'application d'une peine privative de liberté. C'est le cas notamment de l'impeachment du président de la République, qui, persécuté par le crime de responsabilité, ne risque pas la privation de sa liberté d'aller et venir. C'est aussi le cas des infractions dont la peine exclusive est l'amende. En droit brésilien, l'amende non payée ne peut pas être transmutée en peine privative de liberté, ou la déchéance automatique d'une fonction publique. B. Le bien fondé. Le recours sera bien fondé si le requérant est en mesure de démontrer l'illégalité ou l'abus de pouvoir à l'origine de la violence, ou de la contrainte à sa liberté d'aller et venir. La loi définit la contrainte illégale comme étant celle A qui n'a pas de juste cause, B qui a une durée plus longue que celle prévue par la loi, C qui a été ordonnée par ceux qui n'avaient pas le pouvoir de le faire, D dont les motifs qui la justifiaient légalement ont pris fin. Il y a aussi contrainte illégale, E, lorsque celui qui a été arrêté n'a pas été autorisé à verser une caution pour se libérer alors que la loi le lui permettait, F, lorsque la procédure qui y a donné lieu est manifestement nulle, et G, lorsque l'action publique était éteinte, CPP, art. 648. La contrainte n'ayant pas de juste cause, peut être soit la privation de liberté en soi, soit l'ouverture d'une enquête, soit la mise en mouvement de l'action publique, soit toute autre contrainte à la liberté d'aller et venir. La privation de liberté manquera de juste cause si elle se produit en dehors des hypothèses prévues par la Constitution. Cette dernière n'autorise des mesures d'enfermement que lorsqu'elles sont déterminées et justifiées par écrit par l'autorité judiciaire compétente, ou lorsqu'il y a flagrant délit. Tout autre fondement ne saurait justifier l'arrestation, et aurait pour effet d'ouvrir la voie du recours d'habeas corpus. Le juge de l'habeas corpus ne se limite pas à un contrôle formel de la décision de l'enfermement. Il en contrôle les justifications mêmes. Il vérifie la licéité d'une enquête en cherchant des raisons plausibles, permettant de soupçonner le détenu d'avoir commis une infraction. En ce qui concerne la juste cause pour l'ouverture de l'enquête, cette dernière ne se justifie que s'il y a des indices de l'existence d'une infraction pénale, ainsi que des indices qui rendent vraisemblable la participation d'une personne comme auteur ou comme complice à la commission de cette infraction. En ce qui concerne la mise en mouvement de l'action pénale, elle pourra être jugée illégale si le défendeur est accusé d'un fait qui ne constitue pas une infraction, ainsi que s'il n'y a aucun fondement à l'accusation. C. La portée. Saisi de la demande d'habeas corpus, le juge pourra ordonner la mise en liberté immédiate du requérant si les preuves de l'illégalité de la contrainte sont déjà suffisantes. Si ce n'est pas le cas, il pourra demander à l'autorité responsable de l'enfermement de venir s'expliquer sur la licéité de la privation de liberté. Il pourra en outre, s'il l'estime nécessaire, exiger de la même autorité de transporter le détenu devant lui. Le recours étant bien fondé, le juge enjoint à l'autorité compétente de mettre fin à la contrainte illégale supportée par l'individu ou d'éviter que la contrainte illégale se produise. La portée de la protection varie selon la nature de l'acte qui se trouve à l'origine de la contrainte illégale. S'il s'agit d'une arrestation,
la victime devra immédiatement être mise en liberté une fois le jugement rendu. Si le motif de l'illégalité était l'impossibilité de verser une caution, l'accusé devra avoir l'occasion de le faire. Si la contrainte tenait en l'ouverture de l'enquête ou de l'action publique qui portait sur un fait qui ne constitue pas une infraction pénale, l'autorité compétente devra, selon le cas, mettre fin à l'enquête ou à l'action. Ni l'enquête ni l'action publique ne pourront plus être ouvertes sur le même fait. En revanche, si l'illégalité ne touche aucun élément essentiel de l'enquête ou de l'action publique, elles pourront poursuivre une fois l'accusé mis en liberté. Enfin, si l'illégalité résidait dans la nullité de la procédure pénale, cette dernière pourra recommencer, une fois l'accusé mis en liberté et une fois la nullité purgée. Les juges disposent de prérogatives importantes pour obliger les autorités à se conformer à leur sentence. Ils peuvent même adresser des ordres par télégramme ou fax. En outre, en cas d'obstacle à l'exécution de la décision, le juge peut déterminer le concours de la force publique en vue de rendre efficace l'ordonnance d'habeas corpus. Dans l'hypothèse d'inexécution de la décision, l'autorité responsable sera soumise à une amende, CPP, art. 655, ainsi qu'elle pourra être persécutée par le délit de désobéissance, CP, art. 330. Le CPP prévoit que celui qui n'exécute pas l'ordre de mise en liberté peut être lui-même arrêté, art. 656. Finalement, le juge peut saisir le ministère public et lui demander de prendre les mesures nécessaires afin d'engager la responsabilité de l'auteur de la contrainte. Le contentieux de la liberté d'aller et venir étant un contentieux individuel, la décision n'a d'autorité que vis-à-vis des parties concernées. 2. Le mandado de segurança. L'habeas corpus étant limité à la liberté d'aller et venir, le mandado de segurança est devenu la plus importante voie de droit de protection des droits fondamentaux. C'est à travers ce recours que le requérant pourra obtenir une ordonnance judiciaire, ce qu'on appelle en portugais un mandado, qui garantira son droit en annulant, en ordonnant ou en interdisant l'accomplissement de certains actes de la part d'un organe public ou de ses délégués. Ce recours juridictionnel représente l'assurance, en portugais, la segurança, du titulaire du droit que son droit ne sera pas violé ou, s'il l'a déjà été, qu'il trouvera une voie rapide et efficace de mettre fin à cette illégalité. Il n'en demeure qu'il reste un recours subsidiaire. Ce n'est que si le droit du demandeur ne peut pas être protégé par l'habeas corpus, v supra, ou l'habeas data, v infra, que le mandado de segurança sera recevable. Lorsque ce recours a pour finalité l'annulation ou l'émission d'un acte d'autorité, il est dit répressif. Lorsqu'il a pour finalité d'empêcher la violation d'un droit subjectif, il est dit préventif. A. La recevabilité. D'après la Constitution, le mandado de segurança est rendu, pour protéger le droit incontestable et sûr non garanti par l'habeas corpus ou par l'habeas data lorsque le responsable de l'illégalité ou de l'abus de pouvoir est une autorité publique ou l'agent d'une personne juridique exerçant une prérogative de la puissance publique, art. 569. Les conditions de recevabilité du mandado de segurança varient selon qu'il s'agit d'un recours répressif, A, ou préventif, B. A. Le mandado de segurança sera recevable, indépendamment des conditions générales de recevabilité, lorsqu'il a pour finalité d'obtenir l'annulation ou l'émission d'un acte de puissance publique, lorsque le requérant a la qualité et l'intérêt pour agir et lorsque le délai d'introduction du recours est respecté. Le mandado de segurança sera notamment utilisé comme moyen de contrôle de la régularité de l'action de l'administration. Il est un recours polyvalent, adapté à la pluralité des situations dans lesquelles l'administration peut violer un droit subjectif. Ainsi, si le requérant est en face d'une mesure positive de l'administration, le recours sera recevable s'il a pour objectif l'annulation, totale ou partielle, de l'acte administratif. En revanche, si le droit subjectif du requérant est atteint par un refus explicite ou implicite de l'administration, le recours sera recevable si l'objectif du requérant vise à faire émettre une mesure positive. Le requérant doit en outre faire preuve de sa qualité pour agir, ainsi que de son intérêt pour agir. Il aura la qualité pour agir, s'il démontre que c'est bien lui qui a été lésé dans ses droits.
La notion d'intérêt pour agir réside dans le fait que le requérant doit subir un préjudice du fait de l'acte illégal. Ainsi, un acte normatif y compris irrégulier qui ne porte pas atteinte à un droit subjectif, ne sera pas susceptible d'être attaqué dans le cadre du mandado de segurança. Si l'acte attaqué est exécutoire, le requérant peut saisir le juge dès sa notification. Il n'est pas obligé d'épuiser les recours administratifs préalables avant de saisir le juge. En revanche, si le citoyen décide d'introduire un recours hiérarchique contre l'acte administratif et si ce recours a un effet suspensif, il devra attendre la décision intervenue sur recours hiérarchique avant de pouvoir saisir le juge. En ce qui concerne le délai pour agir, le mandado de segurança doit être introduit dans un délai de 120 jours à compter de la signification de la décision sur contredit ou, si aucun recours hiérarchique n'a été introduit, de la notification de l'acte administratif. B. Les conditions de recevabilité changent si le mandado de segurança est introduit afin d'éviter l'atteinte à un droit subjectif. Dans ce cas, l'intérêt pour agir ne découlera pas de l'atteinte au droit, mais du simple risque d'atteinte. Une simple crainte de la part du citoyen n'est toutefois pas suffisante. Il doit y avoir des éléments concrets qui indiquent avec une très forte probabilité que le préjudice surviendra à moins que le juge n'intervienne. Enfin, étant donné que la protection juridictionnelle est demandée avant l'adoption de l'acte, la loi ne fixe aucun délai pour agir. Le recours sera recevable aussi longtemps que le risque d'atteinte existera. Dans tous les cas, la recevabilité du recours va dépendre aussi de la nature de l'acte attaqué. En principe, il peut être aussi bien un acte administratif que juridictionnel ou législatif. En ce qui concerne les actes administratifs, sont exclus du contrôle les actes réglementaires. Ne peuvent être contrôlés par le mandado de segurança que les actes administratifs à caractère individuel, qu'il s'agisse de décisions ou de contrats. En ce qui concerne les lois, elles ne sont en principe pas susceptibles d'être attaquées. Étant des actes à caractère général, elles ne violent pas le droit subjectif d'un individu. En revanche, si la loi est une loi d'effet concret, v supra, le recours sera recevable. Enfin, en ce qui concerne les actes juridictionnels, le mandado de segurança est exceptionnellement recevable lorsqu'il n'y a pas d'autre recours ordinaire contre la décision du juge. Autrement dit, si le citoyen est atteint dans ses droits par une décision de justice rendue au cours d'un procès, il doit se prévaloir des voies de recours prévues par la loi de procédure afin d'attaquer cette décision. Ce n'est que si la loi de procédure ne prévoit aucune voie de recours, que la voie du mandado de segurança s'ouvre à lui. Toutefois, le mandado de segurança, dont le délai d'introduction est plus large que celui pour faire appel d'une décision au fond d'un litige, ne bénéficie pas à une partie négligente qui aurait laissé passer le délai d'appel. L'autorité dont l'acte peut faire l'objet du mandado de segurança est celle qui a violé ou menace de porter atteinte à un droit subjectif du requérant, qu'il s'agisse d'un agent public, du président de la République, du président d'une des chambres législatives ou d'un juge de la Cour suprême. En ce qui concerne l'administration, on peut se poser la question de savoir si un agent d'une personne morale exerçant une prérogative de puissance publique pourrait être considéré une autorité publique. L'article 1 de la loi numéro 1533 du 31 décembre 1951 prévoit que sont considérés comme autorités les administrations ou représentants des établissements publics, autarkias, ainsi que les personnes physiques ou morales auxquelles ont été attribuées des fonctions déléguées des pouvoirs publics et en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions. B. Le bien fondé. Le mandado de segurança sera bien fondé si l'acte administratif est irrégulier, si de ce fait, un droit subjectif du requérant est lésé et s'il s'agit d'un droit indiscutable et certain, liquido e certo. Le contrôle de la régularité de l'acte administratif porte tant sur les éléments formels, compétences, procédures, formes, que sur les éléments matériels. Dans l'analyse des éléments matériels, le juge contrôlera si l'atteinte au droit subjectif est autorisée par une norme législative, si celle-ci est applicable à l'espèce et si l'acte administratif, ou la loi qui lui sert de fondement, ne viole pas une règle constitutionnelle. Si l'acte administratif est irrégulier, la constatation de la lésion des droits du destinataire de l'acte ne soulève pas de difficulté.
Enfin, même si un droit subjectif a été lésé, le mandado de segurança ne sera bien fondé que si ce droit est indiscutable et certain. Cette notion a beaucoup changé tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, le droit sûr doit s'entendre de celui dont les faits qui donnent naissance au droit sont incontestables. Cela veut dire que le degré de précision de la loi et la multitude d'interprétations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.